Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce 13h au Bénin. Au menu, au lendemain de la décision du gouvernement de lancer un nouveau projet de logements sociaux, les collègues de l'antenne régionale Monokoufou ont fait un état des lieux de ceux érigés à Lokossa à court de milliards de francs CFA. Ces logements sociaux sont dans un état de délabrement avancé. Vous en saurez davantage dans cette édition. Immersion au collège privé d'enseignement technique agricole Coberside International de Pomassé et l'établissement para-universitaire Asana Formation de Wedo. Ceci pour vivre les séances de formation des artisans initiées par le projet Arche. Oui, commune choisie pour abriter ces séances, le point de l'immersion sur ces sites dans cette édition. Et puis, première session d'animation et de débat avec les citoyens de la ville de Porto Novo. L'agence de réhabilitation de la ville a abordé plusieurs questions de développement, notamment celles relatives à la réhabilitation de la ville capitale. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Le projet Arche, entendez assurance pour le renforcement du capital humain, est dans sa phase active. L'un des volets de ce programme gouvernemental à caractère social est le renforcement des capacités des artisans. Dans ce cadre, une campagne de formation a démarré le 30 octobre 2023 sur différents sites disséminés dans 8 communes du Bénin. L'une de nos équipes était mardi dernier au collège privé d'enseignement technique agricole Coberside International de Pomassé et à l'établissement para-universitaire Asana Formation de Wedo afin de constater l'effectivité de cette formation. Suivez le point dans ce reportage de Hugues Vingbe présenté par Florence Boussa. Notre immersion dans l'univers de la mise en œuvre du volet formation des artisans du projet Arche démarre ici. Sont prises en charge dans ce collège privé d'enseignement technique 43 femmes spécialisées dans la transformation agroalimentaire. Reparties dans 2 ateliers, elles sont formées dans les techniques de transformation des produits maraîchers et des céréales. Elles apprennent comment produire à partir des matières premières et conditionner dans le respect des règles d'hygiène. Entre autres, des purées de tomates, d'oignons, de piments, du haclu séché et des biscuits. Nous avons 4 filières. Il y a ceux qui sont dans la filière céréales, ceux qui sont dans la filière fruits, ceux qui sont dans les tubercules et ceux qui sont dans les produits maraîchers. Depuis la semaine passée, nous avons démarré avec ceux qui sont dans les céréales et les produits maraîchers. C'est comment donner un plus dans les techniques de fabrication pour que les produits issus du processus de fabrication des dames puissent être des produits de bonne qualité et qui répondent à l'attente des consommateurs. Le volet formation du projet A, c'est une bonne initiative du gouvernement dans la mesure où les formations sont totalement gratuites. Donc ces formations dont on réfléchissait depuis longtemps, comment trouver les moyens pour aller les suivre. Le projet H nous offre cela gratuitement et le cadre est très bien. Du collège privé d'enseignement technique agricole Coberside International de Pomassé, notre équipe est descendue à l'établissement para-universitaire Asana Formation de Wedo. Ce centre est chargé du renforcement des capacités de 23 pâtissiers et boulangers, y compris une quinzaine de femmes. Ici également, 2 ateliers sont mis en place, un pour la préparation de gâteaux et de cookies, un autre pour la production des pains modernes. J'ai apporté avec des petits pochoirs, par exemple, c'est ce qui se fait un petit peu actuellement, pour rendre un peu plus attrayant. Avoir la clientèle justement pour leur montrer que les gens, il faut qu'ils sachent qu'on a un métier qui est artistique. Quand vous prenez la pâtisserie, le programme est clairement structuré. Il y a les entremets en fait qu'on fait depuis hier de manière moderne. Il y a la décoration des gâteaux. Il y a les cake design. Ils le font déjà, mais on a commencé par faire depuis hier autrement. Déjà, il y a des produits qu'on a commencé par faire en utilisant nos produits locaux, notamment le noix de cajou, vous l'avez vu là-bas, notamment la farine de blé. Les dispositions sont prises par l'État en vue de permettre aux bénéficiaires de ce programme d'être formés dans des conditions optimales. Un mécanisme d'accompagnement est en outre prévu pour le faciliter la mise en pratique sur le terrain des connaissances acquises. Tout artisan qui vient suivre une formation H est pris en charge entièrement en fonction de
de la localité de provenance, il y a l'hébergement, il y a la restauration. Et à la fin, il y a les frais de déplacement également qui sont payés. En plus de renforcement des compétences, H accompagne les artisans avec un crédit H artisan. L'État estime qu'il faut qu'on fasse un accompagnement technique pour voir l'impact que la formation a sur ces artisans. Donc il y a là le crédit H artisan intervient et ça varie de 100 000 à 2 millions en fonction des besoins exprimés par chaque artisan. Dans le cadre de cette campagne qui prend fin le 30 décembre 2023, des équipements adéquats et des ressources humaines de qualité sont mobilisés. L'objectif est de renforcer à terme des capacités de 1600 artisans. Nous sommes dans le département de l'Ouémé où le gouvernement était jeudi dernier à la barre parlementaire pour répondre aux questions posées par les députés. Il s'agit notamment de celles posées par le député Éric Rondeté et qui est relative à la nomination d'un directeur général de nationalité rwandaise à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes. Pourquoi cette option du gouvernement? Nous allons suivre les explications du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. Monsieur le Président, les questions qui ont été posées par l'honorable député se résument en 3 points, à savoir comment le DG a été recruté, quelle est la rémunération qui est prévue pour le travail qu'il va effectuer et quelle est sa lettre de mission. Alors, par rapport à la première préoccupation, Monsieur le Président, le DG a été recruté parce que la matière dont il est question, il a travaillé sur cette matière dans son pays. Il a été directeur général de l'État civil. Il a été directeur de l'Agence d'identification des personnes dans son pays. Et aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple en cette matière. Le Bénin n'est pas le seul pays qui collabore ou bien qui va s'inspirer de l'expérience du Rwanda. La Côte d'Ivoire est allée au Rwanda. Le Sénégal aussi. Le Rwanda aujourd'hui est une référence. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller au Rwanda, ils doivent l'avoir constaté. Aujourd'hui, quel que soit le document dont vous avez besoin, vous pouvez de votre bureau payer en ligne et avoir tiré votre document. Et l'interopérabilité est une réalité aujourd'hui au Rwanda. Alors, pour aller vite, avoir de bons résultats, le Bénin, pour avoir eu l'occasion de connaître l'expérience du Rwanda, a voulu que quelqu'un qui a été le principal artisan de toutes les prouesses du Rwanda vienne au Bénin pour nous aider à avancer dans le secteur. Voilà pourquoi le choix a été porté sur M. Pascal Nyambulenda. Alors, pour ce qui est de la rémunération, il est prévu que le gouvernement ait recours pour certaines spécialités pointues, rares, à des collaborateurs externes. Et cela est bien encadré par des tests réglementaires. Et je veux croire que la représentation nationale n'attend pas du gouvernement de venir ici dire que le salaire du directeur général est tant. Cette réponse du gouvernement a suscité des réactions au sein des parlementaires. Nous vous invitons à suivre quelques réactions, notamment celles des députés Diego, Malik Gomina et Hassan Seibou sur des propos recueillis par Emma Rodon. Quand nous avons une politique de GPEC, je veux parler de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui n'a pas prévu une compétence à un moment donné, on peut aller chercher cette compétence à l'extérieur. On parle de chasseurs de tête. Ceux-là qui sont désignés pour débusquer les talents, les experts, en un moment donné ou accomplir une mission donnée. La recommandation que je voudrais faire, c'est qu'à chaque fois que cela nous arrive, il faut intégrer une stratégie de transfert de compétences. Si, à un moment donné, nous avons eu besoin de faire venir d'autres expertises de l'extérieur, il faut qu'on les engage à en former chez nous. Aujourd'hui, regardons-nous en face et disons-nous la vérité.
la technologie avance. Même si nous n'avions pas fait appel à ce monsieur, et nous avons la base de données, où est-ce que nous allons la conserver pour être sûr qu'elle ne sera pas attaquée? C'est ceux qui ont des datas, et les datas ne sont pas dans nos pays. Si nous voulons, rares sont les pays au monde qui conservent eux-mêmes leurs données. Donc nous allons faire appel à l'expertise étrangère. Aujourd'hui, je voudrais, au nom des populations, dire merci au gouvernement pour ce qui a été fait au niveau de l'ANIP. Mais vous n'avez pas idée des jugements qu'il fallait avoir au niveau de nos tribunaux, combien il fallait payer pour avoir des jugements supplétifs. Vous n'avez pas idée dans nos communes des souches que l'on vient déchirer. Vous n'avez pas idée de l'escroquerie que nous faisions à nos compatriotes, où chaque fois qu'ils avaient besoin d'un acte, ils devaient aller le légaliser dans la pauvreté. Aujourd'hui, tout cela est du passé. Il faut saluer ce qui a été fait et souhaiter que ça soit amélioré, fût-il par l'expertise étrangère. Mais quand j'ai fini de dire ça, Monsieur le ministre, il faudrait que cette réforme évolue et atteigne sa vitesse de croisière. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à l'immigration, malgré tout ce qui est fait, si vous dites que vous vous appelez Cissé, on va dire de venir avec votre papa. Pourquoi, à ce niveau, ça n'impacte pas déjà? Pour qu'on puisse, quand des gens veulent faire leur passeport, on ne soit pas obligé, parce que leur nom peut se retrouver être un nom d'origine malienne ou nigérienne, dire qu'il faudrait qu'ils viennent avec leurs géniteurs. Il faudrait que cette réforme profite à tous les Béninois, Monsieur le ministre. Je voudrais, pour finir, dire que cette réforme, au niveau de l'ANIP, est la bienvenue. C'est une réforme révolutionnaire. Maintenant, quitte aux questions liées aux élections, listes électorales, il sera toujours temps de faire ce débat. Nous venons de sortir d'une élection. Ne passons pas tout notre temps à parler politique. Il faut qu'il y ait des heures pour le développement et quand reviendra l'heure de la politique, faisons le débat politique. Le Bénin lui-même est un pays qu'on a reconnu en Afrique et en Afrique de l'Ouest comme un pays de formation d'intellectuels. Nous-mêmes savons qu'on nous appelait des mercenaires intellectuels. Nous avons servi dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les Béninois qui ont formé la plupart des cadres. Aujourd'hui, pour une question technique, on amène un technicien et puis ça devient une question de xénophobie. Mais vous nous mettez en danger. Et si cela ne se dit pas assez, Monsieur le Président, je veux saisir votre micro pour dire qu'il faut arrêter ça. Même au Rwanda, il y a des Béninois qui travaillent. Ceux qui sont partis savent que certains sont en consultation. Des députés ici ont des marchés au Rwanda, ils ont des marchés partout. Ils travaillent et ils conseillent les autres. Pourquoi nommer un Rwandais devient un problème? Nous restons dans le département de l'Ouémé. L'agence de réhabilitation de la ville de Porto-Novo a tenu sa toute première session d'animation et de débat avec les citoyens de la ville. Avec eux, Emmanuel Zossou, directeur général de cette agence, a abordé plusieurs questions de développement, notamment celles liées aux contraintes et perspectives de la réhabilitation de la ville capitale. Cette activité a connu également la participation des cadres du ministère du cadre de vie, du maire et des têtes couronnées de la ville de Porto-Novo. Le point de la rencontre dans ce reportage. Échanger avec les citoyens sur les contraintes et perspectives liées à la réhabilitation de la ville de Porto-Novo, c'est le but de cette session d'animation et de débat organisée par l'agence de réhabilitation de la ville de Porto-Novo, dirigée par Emmanuel Zossou. Après des décennies de stagnation, Porto-Novo bénéficie aujourd'hui de nombreuses réalisations grâce au programme d'action du gouvernement. Et l'agence de réhabilitation de la ville de Porto-Novo, avec la collaboration des citoyens, entend veiller à ce que Porto-Novo retrouve ses attributs de capitale et joue son rôle dans le développement socio-économique du Bénin. Les sessions d'animation du débat sur la réhabilitation de la ville de Porto-Novo visent à mettre en place un mécanisme d'écoute, de participation et de mobilisation effective de l'ensemble
des acteurs au défi de la réhabilitation de la ville de Porto-Novo d'une part, et à fédérer les énergies des uns et des autres pour redonner vie à la réhabilitation de la ville de Porto-Novo d'autre part. Ce mécanisme est d'autant plus important que le développement durable auquel nous aspirons ne peut se concevoir sans débat, sans participation des acteurs concernés et surtout des habitants. Ce premier débat sur la réhabilitation de la ville de Porto-Novo a été orienté dans une approche visant non seulement une connaissance du contenu de la réhabilitation, mais aussi une meilleure visibilité de l'ARPN par ses partenaires. Mieux, cette session permettra à l'opinion publique de comprendre la complémentarité d'actions qui existent entre l'ARPN et la mairie de Porto-Novo, qui ont toutes pour finalité le développement de notre chère ville. Cette approche participative du développement de la ville de Porto-Novo a rassuré le maire Charlemagne Nyakoti, qui sait qu'il peut désormais compter sur l'agence de réhabilitation de la ville de Porto-Novo dans sa quête de construction de la ville. Désormais, nous pensons que la mairie a un partenaire sur ce qui elle peut désormais compter pour porter haut ces différents projets de développement de la ville. Nous trouvons ça comme un tremplin qui nous permet de soumettre des projets d'envergure qui dépassent certainement la capacité de la mairie, de pouvoir les soumettre au ministère en charge des infrastructures de transport, chargé de cadre de vie, pour que ces projets puissent être portés au plus haut niveau. Cette session vient donner le top d'une série d'activités, d'écoute et d'échanges avec citoyens et partenaires au développement de la ville de Porto-Novo. À la préfecture de Lomé, le préfet Maria Troposo a tenu la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2023, tel qu'institué par le Code de l'administration territoriale. L'autorité préfectorale et les membres de cette instance ont échangé sur diverses questions liées à la vie sociale, économique et sécuritaire des communes du département de Lomé. Le point de cette rencontre dans ce reportage. Une semaine après sa tournée statutaire, voici à nouveau Maria Potrosou, préfet du département de Lomé, en session ordinaire avec les membres du conseil départemental de concertation et de coordination. À cette deuxième session, au titre de l'année 2023, les réflexions seront menées autour des questions sécuritaires d'une part et d'autre part autour des projets de développement social, économique et culturel des 9 communes du département de Lomé. Au nom de ces activités, on peut citer au titre des communications à présenter 1. Dispositions à prendre pour une sécurisation de la période de fin d'année. 2. Point de l'intervention du projet SWED dans le département de Lomé. 3. Présentation du programme BSOKE. Chers participants, vous constituez les acteurs clés du développement local. Je compte sur votre sens d'engagement et de responsabilité pour une bonne mise en œuvre des recommandations qui seront issues de cette session. De la présentation du point d'intervention du projet SWED au 30 septembre 2023, il ressort que 531 320 filles ont été impartées par la communication sur le changement social de comportement et 500 000 adolescents et jeunes femmes de 14 à 24 ans ont été impartés par le volet amélioration de compétences de vie. Quant aux questions liées à la sécurité, le directeur départemental de la police républicaine de Lomé a mis l'accent sur les mesures prises pour assurer une fin d'année apaisée. Les périodes de fin d'année sont souvent des périodes où nous notons la recrudescence des actes de braquage un peu partout. Donc nous avons pris des dispositions. Dans ce cadre, nous avons commencé par mener des opérations coup de poing afin de dénicher les ghettos, casser les ghettos et dénicher les criminels. Nous avons mis en place des dispositifs de fouille de sécurité au niveau de l'entrée et de la sortie de chaque ville du département de Lomé afin de voir s'il n'y a pas circulation des armes en cette fin d'année. Tous les carrefours du département sont tenus par des policiers qui sont en état de veille
Et nous avons activé des plans de bouclage en cette fin d'année pour qu'au cas où il y aurait des gens qui viennent frapper, on met le dispositif en flamme pour qu'ils ne puissent pas sortir de la NAS afin d'être interpellés et mis à la disposition de la justice. Le non-respect du code de la route, nous avons multiplié les opérations pour amener la population à respecter la signalisation routière. Les travaux de cette session vont aboutir à d'autres recommandations pour le bien-être des citoyens du département de Lomé. Au Bénin, l'expérience des logements sociaux laisse encore un goût amer, je le disais en titre. Des bâtisses érigées à court de millions, voire milliards de francs CFA sont encore en souffrance dans certaines localités. Le cas de Lokossa, chef-lieu du département du Mono, est souvent cité en exemple. Et au lendemain de la décision du gouvernement de lancer un nouveau projet dans ce sens, nos collègues de l'antenne régionale Mono Koufou ont décidé de faire un état des lieux de l'existant. C'est un constat signé Narcisse Alossé et Florent Do. Logements sociaux. Expérience très amère. De la parole au constat sur le terrain, le parallèle est saisissant. Nous sommes à la sortie nord de Lokossa en allant à Wedemeadja. Ici, c'est un des deux sites de la ville où les logements sociaux ont été érigés au début des années 2010. Je vois que c'est un peu déplorable parce que ce que moi je vois là depuis un certain temps, je ne peux pas dire que ce n'est pas bien construit. Bien construit ou pas, le sort réservé aujourd'hui à ces bâtisses tutoie la stupeur. Des bâtiments abandonnés et envahis par de hautes herbes. Il y a des fonctionnaires qui veulent de logement. Des gens qu'on envoie ici qui cherchent là où rester, ils n'en trouvent pas. On a même dit de mettre ça en vente. Les gens vont acheter. Ils ont encore refusé. Même si on disait 5 000 francs par mois ou 10 000 francs par mois, aujourd'hui, ce qu'ils allaient collecter, ce serait beaucoup. À peine un vol d'oiseau d'ici, l'autre site, toujours à la sortie nord de Lokossa, mais vers la commune de Dogbo. Décor identique au premier, avec des bâtiments dans un état de délabrement très avancé. Personne n'est là, même si le citoyen accepte venir nettoyer et abriter, on commence par les renvoyer. Pourquoi? On dit que ce n'est pas autorisé. Et lorsque vous vous rapprochez, vous verrez des murs lézardés, des portes défoncées, tout comme des persiennes. Et la toiture, elle, s'est détériorée sous l'effet des intempéries. Le paradoxe, c'est que tous ces sites ont été viabilisés avec des réseaux d'eau et d'électricité. Logement social, c'est destiné normalement, disons, à des personnes à bas revenus. Mais on constate que qu'un logement social reviendrait à 80 000 francs le mois. 80 000 francs pour dans un pays où le SMIC est à 52 000. Si on parle de 9 millions ou bien 12 millions là, si moi je prends 12 millions en main comme ça, je peux acheter dans la même zone, en face de ça là, et construire un bon bâtiment, un beau bâtiment, et même, nous ne serons même pas. Des milliards de francs CFA d'investissement qui sont donc en agonie ici. La nature ayant horreur du vide, les reptiles s'y sont installés et les malfrats en ont fait leur repère. Même dans la journée, quand vous voulez prendre par là, il faut s'assurer qu'il y a des gens sur la voie avant d'être à l'aise. Sinon, si vous êtes seul sur la voie, vous risquez beaucoup. La dernière fois, il y a 3 ou bien 4 jeunes qui sont venus pour lever de tôle ici. Et on a pris moto, on les a vus. Et on a commencé par courir, mais ils sont rentrés dedans, mais qui peut encore rentrer? Personne. Ceux qui volent les moutons, ils ont des chemins, et ils prennent les moutons, ils rentrent, ils mettent ça, ils cachent ça dans ces bâtiments-là pour prendre véhicule et venir les chercher. Nous allons toujours vivre avec ces malfrats-là à côté. La voie qui passe par là, on ne peut pas passer par là en paix. Non, non. C'est donc l'insécurité qui dicte sa loi autour des logements sociaux à Lokossa. Et quand vous évoquez la décision du gouvernement qui annonce le lancement d'un nouveau projet, des cheveux se dressent sur des têtes. Moi, je voudrais demander au chef de l'État qui est là de faire le point de ce que ça a généré pour le pays d'abord, avant de pouvoir lancer l'autre à construire. On m'a toujours dit que l'État, c'est une continuité. Que l'État, c'est une continuité. Mais moi, avec ces réalisations, je vois que l'État n'est pas une continuité. Parce que quand il y a... Même quand les deux présidents, ceux qui avaient fait ça, bien celui qui a fait ça et celui qui est là ne s'entendent pas, mais la population veut. Ces logements-là, nous, on veut.
La continuité voulue pour l'aménagement de ces sites, érigés en 2009 avec beaucoup d'espoir, c'était autour d'un projet dénommé 10 000 logements. Aujourd'hui, le mince motif d'espoir est entretenu par un particulier qui a pris ici un seul de ces milliers de logements et y vit encore avec sa famille. Nous posons nos valises dans la commune d'Abomey-Calavi au carrefour Mississinto. Les vendeuses de tous âges confondus et acheteurs de pain s'installent anarchiquement sur le trottoir au point de perturber la circulation aux usagers de cette route inter-État. Une situation qui trouve progressivement de solutions selon les autorités de cet arrondissement. Une équipe de notre rédaction est allée constater l'imprudence dont font preuve quotidiennement ces vendeuses de pain. Voici le reportage signé Florence Bossa et Rachida Tagossa. C'est l'ambiance qui règne tous les jours sur ce carrefour. Nous sommes ici au carrefour Mississinto, commune d'Abomey-Calavi. Ces vendeuses de tous âges confondus et acheteurs du pain s'installent anarchiquement sur le trottoir au point de perturber la circulation aux usagers de cette route inter-État. Cette adolescente est au terme de sa formation en coiffure, mais se voit obligée d'aider sa grand-mère pour subvenir à ses petits besoins. Je suis venue aider mais quand personne n'est plus chez elle, c'est à cause de ça que je viens des fois pour juste aider. Comme elle, bien d'autres vendeuses de pain au bord de cette voie sont conscientes des conséquences qui peuvent découler de cette option qu'elles ont prise pour écouler leurs articles. Pour elles, seules les autorités peuvent agir pour régler cette situation. Avant, nous n'occupions pas les trottoirs, on s'asseyait. À cause de la mévente, nous avons commencé par courir derrière les véhicules et les motos. Nous courons derrière eux, mais ils ne s'arrêtent pas vite et les autres vendeuses qui sont de l'autre côté n'aiment pas qu'on vienne occuper leur territoire. Nous devons aider nos maris, puisqu'ils ne pourront pas tout faire eux seuls. Il faudrait que l'État nous construise un hangar. Si l'État peut mieux nous installer, afin que les acheteurs se rapprochent de nous, ça nous fera plaisir. Les autorités de l'arrondissement ne sont pas restées indifférentes par rapport à cette situation. Des mesures sont envisagées pour mieux les loger et faciliter l'accès à leur étalage par les clients, a confié une autorité de l'arrondissement. Fin de ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction et de réalisation. Merci à vous pour la fidélité. Passez un très bon week-end.